Ça y est, la LNH est de retour. Et pour le Canadien, les bonnes nouvelles arrivent déjà. Alex Newhook est prêt à jouer. Pour Martin Saint-Louis, c'est un problème. Mais puisque les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, c'est un beau problème. À quoi doit-on s'attendre d'ici la date limite des échanges? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Pour la première fois depuis le début des Olympiques, le Canadien a repris son entraînement avec une formation complète. Juraj Slafkovský, Nick Suzuki sont maintenant de retour au bercail. Et une des belles surprises cette saison pour le Canadien, Alex Newhook est de retour. Quand je dis une belle surprise, c'est qu'on s'attendait à ce qu'Alex Newhook soit sur la liste des blessés probablement jusqu'à après la date limite des transactions. Et finalement, Newhook est de retour au jeu pour le Canadien. Martin Saint-Louis l'a confirmé après la séance d'entraînement de mercredi que Newhook était prêt à jouer. Avec tout ça, tous les joueurs sont maintenant de retour, bon, ou presque, parce que officiellement, même s'ils patinent depuis, honnêtement, j'ai perdu le fil, au-dessus d'un mois, Patrik Laine est toujours sur la liste des blessés, mais après des semaines, voire des mois de spéculation, on peut enfin regarder l'alignement du Canadien et se dire « c'est ça, l'alignement du Canadien de Montréal en pleine santé » et non pas « hey, à quoi ça va ressembler le Canadien de Montréal en pleine santé ». Malheureusement, le joueur qui écope, c'est Zachary Bolduc pour l'instant. Qu'est-ce que cette formation-là peut réussir d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'elle va demeurer ainsi? Est-ce que ça va bouger? Ce sont les choses qu'on va adresser dans cette vidéo. Tout juste avant de regarder ça, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Ça y est, la LNH reprend et tu es en quête de bon contenu hockey en français sur les GAFA. Ben, t'es à la bonne place. Abonne-toi, ça prend 0,5 secondes et surtout, c'est gratuit. On aime les choses gratis, soyons honnêtes. Et tu aides ton boy dans sa quête à lui, c'est-à-dire atteindre les 35 000 abonnés en 2026. C'est fait? OK, merci. Shout-out à toi. Regardons la formation du Canadien. C'est donc ça ici que ça a donné mercredi matin pour le Canadien. Donc, Caulfield, Suzuki, Kirby, Dach, tout comme c'était le cas lors des dernières rencontres. En fait, tous les trios, à part l'insertion d'Alex Newhook, comme c'était le cas avant la pause olympique. Juraj Slafkovský aux côtés d'Oliver Kapanen et Ivan Demidov, Josh Anderson, Philippe Danault, Brendan Gallagher, le trio des Vets. Et le quatrième trio, Alexandre Texier, Jake Evans et Alex Newhook. Donc, Zach Bolduc s'ajoute à Joseph Veleno chez les joueurs laissés de côté. Et si vous faites le calcul, donc avec Veleno, Bolduc et Struble, ça donne 23. Évidemment, c'est le nombre limite de joueurs disponibles dans une formation qu'on peut avoir au sein d'une formation. Donc, ça nous indique qu'effectivement, Patrik Laine est toujours sur la liste des blessés pour le Canadien. Je vous rappelle également que lorsque la date limite des transactions sera passée, il n'y a plus de limite de joueurs. Tant que tu respectes le plafond salarial, tu peux être au-dessus de 23 joueurs au sein de ton équipe LNH, donc qui sont en haut, si vous me passez l'expression. Premier constat, quand je regarde cette formation-là, le Canadien a une formation qui va se rendre en série. Une formation qui doit se rendre en série. Je regarde cette équipe-là sur papier et je me dis pas ça va être difficile dans la course aux séries au Canadien de Montréal. Non, je regarde cette équipe et j'ai confiance que le Canadien, qui est présentement deuxième dans la division Atlantique, bon, c'est extrêmement serré, là, si jamais vous aviez oublié. Canadiens, Red Wings sont à 72 points et au 5e rang de la division. T'aimes pas Montréal, Détroit, Buffalo? Ouais, 5e rang de la division, t'as les Bruins de Boston, 3 points derrière. Entre le Canadien, les Red Wings, les Sabres et les Bruins, c'est extrêmement serré à l'heure actuelle. Au moment où on se parle, 5 équipes de la division participeraient aux séries pour une deuxième année de suite. Attention, par contre, rien n'est fait. Tu as les Blue Jackets de Columbus qui sont en train de remonter. Tu as d'autres bonnes formations qui n'ont pas dit leur dernier mot. Dans l'autre division, par contre, tu as une équipe comme Pittsburgh qui perd Sidney Crosby pour 3 à 4 semaines. En tout cas, ça pour dire que c'est une belle course aux séries. Mais quand je regarde cette formation-là, ça pour moi, c'est une formation qui ne devrait pas être inquiète. À l'endroit où elle est placée présentement au classement, tu es supposé être capable de faire les séries avec cette formation-là. Si tu regardes le top 6, j'allais dire que c'est un top 6 éprouvé, en même temps plus ou moins, là, dans le sens où évidemment on voudrait peut-être remplacer Kirby Dach au sein de ce top 6-là, mais tu as des options pour ton top 6. Tu sais que Kapanen, Slafkovský, Demidov, ça marche. Est-ce que Alex Newhook, est-ce qu'il est là simplement sur le 4e trio en attendant qu'on soit sûr et certain que Newhook
reprenne son rythme, qu'il soit à l'aise sur la patinoire. Il a quand même raté. Il est parti depuis la mi-novembre. On est à la fin février. C'est plus de 3 mois sans jouer pour Alex Newhook. Donc, est-ce que c'est simplement reprendre le rythme et après ça, on reprend Juraj Slafkovský, on le met sur le premier trio et on met Newhook sur le deuxième? Si c'est ça, voilà ton top 6 est prouvé, dans le sens où dans les 17 premières rencontres de la saison, c'était ça ton top 6, ça fonctionnait. C'est un top 6 efficace, bien que pas idéal, mais efficace. Si jamais Kirby Dach, ça ne fonctionne pas, on le sait qu'Alexandre Texier, ça peut fonctionner. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des options. Après ça, le trio des vets, en ce qui me concerne, on a retrouvé ce qu'on avait l'an dernier avec Christian Dvorak. Et je regarde présentement un quatrième trio, Alex Newhook, Jake Evans et Alexandre Texier. On peut débattre très longtemps de ce qu'on veut comme quatrième trio. On peut débattre très longtemps aussi, puis on va en parler là, un peu plus tard dans l'épisode, du fait que le Canadien, c'est pas la plus grosse équipe, puis que ça, c'est pas un trio qui fait peur à personne. C'est un bon quatrième trio. C'est un trio sur lequel il y a de la rapidité. C'est un trio sur lequel tu as des gars bons dans les deux sens de la patinoire. C'est un trio qui peut amener de l'apport offensif secondaire, affronter des bons trios adverses. Bref, c'est une formation balancée. Et après ça, en défense, on le sait que la brigade défensive, on est à l'aise avec elle, que peut-être qu'on voudrait aller trouver un vrai sixième défenseur parce que clairement, on n'a pas confiance à 100% en Jacky et Struble. On n'a qu'à regarder leur temps de jeu sous les 10 minutes en moyenne dernièrement. Mais ça, c'est une formation, pour moi, qui devrait, en théorie, en être une, qui est capable de participer aux séries éliminatoires. On a des options. Je le disais, est-ce qu'on remet Alex Newhook sur la 2 et Juraj Slafkovský sur la 1 quand il aura repris du rythme? Personnellement, la réponse, c'est non. Personnellement, la réponse, c'est non parce que je pense que Juraj Slafkovský, Oliver Kapanen, Ivan Demidov et surtout, en fait, le trio Slafkovský-Demidov t'apporte quelque chose de beaucoup supérieur aux Canadiens par rapport à la présence d'Alex Newhook sur le deuxième trio. Quand tu fais le total, les sommes de Slav sur la 2 avec Demidov versus Newhook et Slav sur la 1, moi, je pense qu'en plus de la façon dont il a joué dans les Olympiques, il faut que tu continues à donner à Slafkovský l'opportunité d'être le premier / deuxième homme, là, dépendamment comment vous le voyez, sur son trio, plutôt que d'être j'allais dire le Robin, mais considérant qu'il est le troisième, le Ron Weasley à Harry et Hermione, genre, en tout cas, peu importe, choisissez la troisième roue que vous voulez, sur le trio de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Par contre, je parlais d'options, tu sais, c'est pas l'idéal parce que c'est pas 3 gros bonhommes, là, mais Alex Newhook avec Suzuki et Cole Caulfield, c'est pas quelque chose non plus à balayer du revers de la main. Donc, bref, tu as un trio qui se rend en série. Au-delà des questions au sein de qui placer où dans cet alignement-là, la première question que je me pose personnellement, par contre, après avoir affirmé que oui, pour moi, c'est un trio qui se rend en série, est-ce que c'est un trio qui se rend au moins en deuxième ronde de série? Parce qu'à l'étape actuelle où est le Canadien, à la suite de sa reconstruction, après avoir fait les séries l'an dernier, où on en est avec nos joueurs et tout ça, je pense qu'il est encore trop tôt pour se poser la question, est-ce que ça, c'est une formation qui se rend loin en série? Dans ma tête, loin en série, c'est plus que 2 rondes. C'est une finale de conférence. Après ça, c'est débattable. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je viens de dire. Mais pour moi, la question n'est pas est-ce que cette formation-là se rend loin en série? Pour moi, la question, c'est est-ce que cette formation-là accède à tout le moins à une deuxième ronde? Et j'aurais envie de répondre, quand on regarde ça, par ça dépend contre qui. De la façon dont se déroulent les rencontres du Canadien cette saison face aux grosses équipes, quand je parle des grosses équipes, je ne parle pas des équipes du haut du classement, je parle des équipes qui sont physiquement costaudes. On le sait, c'est difficile. Et je parlais du quatrième trio, qu'il y en ait un qui mise plus sur la rapidité, sur l'intelligence et tout ça. Après ça, tu regardes, sur les 3 autres trios, tu as au moins un gros bonhomme. Tu as Kirby Dach, Slafkovský et Josh Anderson. Donc, est-ce que simplement ce qu'il manque à cette équipe-là pour être capable de rivaliser, que ce soit avec les Sabres de Buffalo ou les Red Wings de Détroit, c'est un autre gars dans ce style-là sur la quatrième trio? Est-ce que c'est un trio complet qui est capable de le faire? Je vous avoue que quand je disais ça dépend contre qui, je pense que le Canadien, en ce moment, dans un 4-7 face aux Red Wings de Détroit, par exemple, j'irais avec le Canadien. Je pense que le Canadien est en mesure de battre les Red Wings de Détroit. Face aux Bruins de Boston, face aux Sabres de Buffalo, ça serait plus difficile. Je ne dis pas que le Canadien est incapable de battre ces équipes-là. Il y a une raison pourquoi toutes ces équipes-là sont au nez à nez. Mais effectivement, avec la formation actuelle, pas particulièrement costaud du Canadien, basée sur la rapidité et tout ça, on sait comment ça se joue en série. Quoique, cette façon-là de jouer en série, c'est de plus en plus axé sur la physicalité, plus ça avance en série. Donc, en première ronde, exemple, le Canadien termine 2e de la division, les Bruins 3e ou peu importe. Là. Même chose avec les Sabres. Les affronter au premier tour,
je pense que c'est moins difficile à envisager une victoire du Canadien que si ça avait été plus tard en série. Regardez comment à chaque année, les Panthers de la Floride, on dirait que c'est plus ça avance en éliminatoire, plus leur style de jeu prend le dessus sur les autres équipes et c'est de plus en plus difficile pour les autres formations. Donc, est-ce que c'est une formation qui sera en série? Pour moi, oui. Est-ce que c'est une formation qui peut se rendre au moins à 2 rondes de série? Oui, mais dans cette optique-là, je pense qu'il y a des améliorations à apporter. Depuis le début de la saison, les 2 grandes questions sont un joueur de centre et un 6e défenseur ou un défenseur droitier, peu importe. Le joueur de centre, je vais être extrêmement surpris si on va dans cette direction-là après l'acquisition de Philippe Danault. Si vous suivez tous les insiders hockey, tout le monde parle beaucoup plus d'un ailier pour jouer avec Suzuki et Cole Caulfield. Ça semble vraiment la nouvelle priorité du côté du Canadien de Montréal. C'est quelque chose à surveiller. Dépendamment quel est ce joueur, est-ce que ça, à lui seul, une acquisition d'un ailier capable de jouer avec Caulfield et Suzuki sur le premier trio, ça change la donne au point de se dire « Oh oui, le Canadien est facilement une équipe qui va être favorisée dans sa première ronde et être en mesure de faire 2 rondes de série. » À voir. Ça dépend de la qualité du joueur et du style de jeu du joueur. Ils ne sont pas nécessairement reliés parce que on entend beaucoup parler de Jordan Kyrou. Semble-t-il que l'été dernier, avant que la clause de non-mouvement de Jordan Kyrou entre en vigueur, avant la transaction Zach Bolduc, Logan Mailloux, qu'il y a eu des pourparlers très sérieux entre le Canadien de Montréal et les Blues de Saint-Louis pour une transaction impliquant Jordan Kyrou. Avec la saison que connaissent les Blues de Saint-Louis, semble-t-il que la clause de non-mouvement pour Jordan Kyrou ne sera pas un problème. Il est prêt à la lever pour aller à une autre formation qui fait son affaire. La grande question, par contre, c'est est-ce que c'est en saison ou à la suite des séries éliminatoires cet été? Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Jordan Kyrou. Je ne suis pas nécessairement convaincu que c'est ce qui améliorerait grandement le Canadien. Par contre, j'avoue que contrairement à l'an dernier, ou pour une raison que j'ignore, plusieurs personnes pensaient que c'était un joueur de centre parce qu'il est listé à certains endroits comme joueur de centre. La dernière fois que je jouais au centre, c'était de façon principale, c'était dans le hockey junior. Là, depuis dans la Ligue nationale de hockey, oui, il a pris des mises en jeu à certains moments, mais non, ce n'est pas un joueur de centre, c'est un ailier. Bref, maintenant que c'est clair pour tout le monde que ça serait pour venir jouer à la droite de Caulfield et Suzuki, ou peu importe comment tu réarranges tes trios pour jouer sur une aile au sein d'un des 2 premiers trios, contrairement à Saint-Louis, où je pense vraiment qu'offensivement, il est le 2e joueur en hiérarchie offensive derrière Robert Thomas. Ici, il serait un parmi tant d'autres. Je pense qu'il est ce genre de joueur qui bénéficierait de ça. Quand je dis bénéficier de ça, je parle de, tu sais, Max Pacioretty pour moi était comme ça, Phil Kessel était comme ça, des joueurs qui avaient un énorme talent, que tu regardais strictement production offensive et talent, que tu disais, oh oui, ça, c'est tes gars de premier trio. Important au sein d'une équipe. Les 2 ont été des leaders importants au sein justement d'une formation. Max Pacioretty était capitaine à Montréal. Phil Kessel était le joueur offensif des Maple Leafs de Toronto. Je pense que dans les 2 cas, ils ont beaucoup bénéficié. Kessel de partir à Pittsburgh où il est devenu vraiment un joueur de soutien. Entendez-moi bien, là, je le sais qu'il a fait au-dessus de 90 points avec les Pingouins, mais il était derrière Crosby, il était derrière Malkin, il était derrière bien du monde avec les Pingouins de Pittsburgh dans la hiérarchie. Même chose pour Max Pacioretty une fois qu'il est allé à Vegas. Bref, une fois que le poids de mener une équipe est enlevé, il y a des joueurs qui bénéficient de ça. Je pense que Nick Suzuki, c'est l'inverse complètement. C'est un gars qui bénéficie d'être le leader. C'est un gars qui est capable de prendre cette charge-là. Je pense que Slavkovski, Demidov, même Hudson, c'est des gars qui vont pouvoir carburer à ça. Je pense que Jordan Kyrou est beaucoup plus un gars qui bénéficie, au contraire, d'être un excellent joueur de soutien. Et de la façon dont le Canadien se développe, ça peut être ça. Bref, tout ça pour dire que ça peut être le genre d'acquisition dès cette date limite des transactions qui va être à surveiller. Parce que oui, je pense qu'effectivement, tu pognes Kirby Dach littéralement en ce moment là, et tu échanges ça, pouf, pour Jordan Kyrou, la formation est grandement améliorée. Ceci étant dit, avant même d'en arriver là, il y a d'autres questions à se poser parce que là, OK, si on se rend comme ça avec Patrick Laine sur la liste des blessés jusqu'à la date limite des transactions, boum, tu le rentres après ça. Puis tu peux être au-dessus de 23 joueurs. OK, peut-être pas de problème. Oui, tu as 3 attaquants. C'est beaucoup trop de monde, mais c'est pas le cataclysme. C'est pas la fin du monde. Ceci étant dit, je pense qu'il faut quand même considérer que le Canadien veut se départir de Patrick Laine et à tout le moins réduire ça à Bolduc, Veleno, tes joueurs en surplus. Puis là, après ça, si jamais il y a d'autres blessures, peut-être que si jamais Michael H. s'amène des rangs universitaires à la fin de la saison, peu importe, oui, tu vas pouvoir jouer avec ça, là, mais ça reste qu'il y a trop de monde. Au-delà de Patrick Laine, autour duquel, d'ailleurs,
il y a eu des discussions, semble-t-il, avec les Kings de Los Angeles. Ce serait terminé, ces négociations-là, mais à la suite de la blessure à Kevin Fiala, on aurait considéré ça du côté des Kings. On aurait finalement décidé d'aller dans une autre direction. Bien dommage, j'aurais pu voir le fit pour Patty avec les Kings de Los Angeles, à tout le moins pour essayer d'ici la fin de la saison. Les Kings, c'est une formation qui a cruellement besoin de punch en attaque. Puis ben, Patty Laine, je veux dire, il a beau pu être la version 2018 de Patty Laine, peut marquer des buts. On l'a vu l'an dernier. La question que je me pose, c'est... Là, en ce moment, c'est Zach Bolduc qui est comme... Depuis le début de l'année, il y a plusieurs personnes qui se demandent si Zach Bolduc ne va avoir fait que passer à Montréal. J'ai jamais embarqué là-dedans. Je continue d'être très sceptique de ça. Je pense que le plan d'avenir est avec Zach Bolduc. Je me pose la question beaucoup plus, encore une fois, concernant Kirby Dach. Vous voyez là, toutes les petites lignes là, en dessous des salaires des joueurs. Une ligne blanche, c'est le nombre d'années restantes au contrat. Une ligne un peu semi-diminuée, là, semi-transparente, c'est une prolongation de contrat. Donc, vous voyez là, juste ici, au bout de mon doigt, Lane Hudson, donc c'est sa dernière année de contrat, puis il est prolongé. Même chose pour Mike Madison. Donc, vous voyez que Kirby Dach, Zach Bolduc, Joseph Veleno, ce sont les joueurs offensifs. Puis Patrick Laine, là, on ne le voit pas, là, mais Patrick Laine aussi. Ce sont les joueurs qui n'ont pas de contrat en vue de la prochaine saison. Autant Zach Bolduc que Kirby Dach, ce sont des agents libres avec restriction. La question que je me pose concernant Kirby Dach, au moment où on se parle, sa valeur n'est pas très élevée. Il n'a jamais été en mesure de s'installer confortablement dans la Ligue nationale de hockey dans un rôle de top 6. Il a été blessé beaucoup plus souvent qu'à son tour, encore une fois cette année. Bref, sa valeur est à son plus bas. Là, en ce moment, c'est lui qu'on laisse dans l'alignement pour jouer avec Caulfield Suzuki. De un, ça a quand même bien fonctionné à la fin, avant la pause olympique. Je me pose la question. Est-ce qu'il est, ce que plusieurs appellent, dans vitrine? Est-ce qu'on espère du côté du Canadien qu'il va suffisamment bien faire dans les quelques rencontres qui restent d'ici la date limite des transactions pour pouvoir être inséré dans une transaction, pour exemple, un Jordan Kyrou? Est-ce qu'au contraire, il va être là pour le reste de la saison et effectivement, un Zach Bolduc va écoper et devoir manger son pain noir d'ici la fin de l'année et repartir sur de meilleures bases l'an prochain parce que on espère que Kirby Dach connaisse une bonne fin de saison et là, réellement, augmente sa valeur pour, à ce moment-là, peut-être pouvoir réellement être un des joueurs. Parce qu'on s'entend, ce ne serait pas Kirby Dach tout seul, ce serait loin même d'être Kirby Dach tout seul. Inséré dans une formation qui permettrait d'aller chercher un meilleur ailier qui pourrait venir compléter le top 6 dans un sign and trade. Donc, est-ce qu'on veut essayer d'augmenter la valeur de Kirby Dach d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'il va être transigé immédiatement? Pour moi, le problème, c'est pas Zach Bolduc, c'est Kirby Dach. Je dis le problème, c'est pas réellement le problème. Pour moi, le joueur qu'il faut continuer de surveiller dans une optique de transaction, c'est Kirby Dach. J'ai rien contre le joueur. Il a des atouts. Je pense que c'est un gars complémentaire qui peut atteindre certains niveaux intéressants sur un deuxième, troisième trio. Le problème, c'est que Kirby Dach, il n'y a plus 20 ans. Il faut arrêter de parler de potentiel. Il faut malheureusement parler d'un gars qui est assujetti aux blessures. Et contrairement à Kaiden Goulet, que lui, au moins, quand il est dans la même situation, mais quand il est là, on le sait, le rôle important de Kaiden Goulet, il l'a déjà prouvé, on sait ce qu'il apporte. Dans le cas de Kirby Dach, on n'a pas la vraie, véritable réponse. On a vu des flashs d'attitude. C'est tout. Et c'est pourquoi, personnellement, je pense que peu importe ce qui arrive d'ici la fin de la saison, je voudrais passer à autre chose de Kirby Dach. Donc, c'est la chose que je vais surveiller d'ici la fin de l'année. Est-ce que Kirby Dach est ce joueur qui pourrait être le joueur en trop échangé? Le problème, en ce moment, c'est que je ne sais pas si, d'une quelconque façon, il peut être inclus dans une transaction qui te permettrait d'aller chercher un gars comme... Puis j'arrête pas de juste mentionner Jordan Kyrou, juste parce que c'est comme le plus gros nom dont on n'arrête pas de parler. Là. Ça peut être n'importe qui d'autre. Au risque de me répéter, ce ne serait pas mon premier choix, Jordan Kyrou. Mais je continue de surveiller Kirby Dach d'ici la date limite des transactions, particulièrement si il reprend là où il a laissé, puis il est capable, là, dans les quelques rencontres qui restent, d'accumuler des points, de montrer que pour une formation là, qui veut se relancer comme les Blues de Saint-Louis, qui pourrait être utile dans une transaction. Donc, voilà mes observations sur l'alignement du Canadien pour ce retour de la pause olympique. Des questions toutes simples pour vous. Êtes-vous d'accord que ça, c'est une formation qui sera en série?
Parce que vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de dire yeah, non, il manque un petit quelque chose pour que je sois à l'aise. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je veux dire, c'est que moi, je serais à l'aise que le Canadien ne fasse aucune transaction sans avoir trop. Après ça veut pas dire qu'ils feront garantie, là, tout peut arriver, mais je serais pas du Monday morning quarterback s'il ratait les séries après ça, parce que je serais à l'aise avec la formation du Canadien. Est-ce que vous pensez au contraire qu'il doit absolument y avoir une transaction au-delà de Patrick Laine? Là, parce que si la transaction, c'est juste puis on a réussi à filer Patrick Laine, ouais, c'est bon, ok, correct. Je parle d'une autre transaction qui viendrait réellement modifier ce réel alignement en santé du Canadien de Montréal. Parce que oui, pour la première fois depuis le mois de novembre, c'est ce qu'on a sous les yeux présentement. Laisse-moi savoir en commentaire quel joueur crois-tu pourrait être utilisé comme monnaie d'échange. Quel est l'attaquant tu crois qui doit partir pour à tout le moins laisser respirer un petit peu du côté du Canadien de Montréal. Tu veux savoir également pourquoi je pense que Connor McDavid doit avoir retenu des leçons de son temps aux côtés de Sidney Crosby aux Jeux Olympiques? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!